Maggie! Oh my goodness me! Bonjour Dieudonné, nous sommes Bonjour. en randonnée aujourd'hui, notre troisième randonnée, et j'ai pris à moi moins de 90, peut-être déjà moins de 100. Il est un peu plus lourd que mes adversaires habituels, mais on va essayer d'être très sincère pendant notre randonnée et de faire des attaques, d'avoir un randonnée très offensif. Donc je te souhaite la bienvenue Dieudonné dans notre émission hebdomadaire randonnée avec Alexis. Je suis Alexis Tadifo, un des responsables de l'association collective Jeunes Tous. Je te souhaite la bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Dieudonné Dolassem? Dolassem Dieudonné, comme on dit, Ordinary People. Je parle mon nom. Donc, dans le monde du judo, j'ai toujours été 90 kilos, sensiblement, et open. Donc, Dolassem Dieudonné, c'est un peu le monsieur là. Bref, qui a eu à vivre à travers ce sport qu'est le judo. Donc, je suis connu plus par le biais du judo que par autre chose, quoi. Ah, c'est très intéressant parce que ta présentation est extrêmement modeste. Je dois le dire parce que il suffit d'aller sur Wikipédia pour se rendre compte que tu as un palmarès long comme le bras. Tu as rencontré les meilleurs dans le monde. Non seulement tu as un gros palmarès, mais tu as une longévité sur le circuit qui fait de toi finalement l'un des combattants les plus exemplaires que moi j'ai eu la possibilité de rencontrer dans ma vie. Je connais beaucoup de combattants, mais il y en a très peu qui ont forcé le respect à mes yeux autant que toi. Il y en a très peu. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au fait que qu'est-ce qui te donne envie, qu'est-ce qui t'a donné envie pendant toutes ces années sur les tatamis? Comment tu es arrivé? Bon, disons que l'histoire du judo, elle a commencé beaucoup plus tôt. Elle a commencé déjà dans ma famille avec mon père, parce que mon père, étant gendarme, il faisait un peu de judo. Et j'ai eu des frères, dans ma famille, il y a eu des basketteurs, il y a eu des athlètes, il y a eu des footballeurs. Mais ça restait dans un cadre assez modeste. La compétition, c'est autre chose. Donc, doucement. Donc, c'est comme ça que je me suis d'abord inscrit au judo pour faire du judo tout court. Tout court. Et avec le temps, les choses se sont avérées beaucoup plus intéressantes. Beaucoup plus intéressantes. Mais la personne qui m'a marqué, c'est mon père. Explique-nous un peu comment ça s'est passé la transmission. C'est ton père qui t'a fait un peu à son âme. C'est ton père qui t'a amené dans ton premier dojo. Comment ça s'est passé cette initiation? Non, c'est pas lui qui m'a amené dans le premier dojo, mais il en parlait tout le temps. Le judo. On a fait du judo. Nous, on était encore tout petit. Mais il parlait déjà assez régulièrement du judo à la maison. Ce qui fait que mon premier contact avec le judo, je l'ai au lycée. C'est au lycée, je crois, au lycée classique de Ngaoundéré, mon premier contact avec le judo. Parce qu'on a évolué dans un environnement où il n'y avait quasiment pas de club. Il n'y avait pas de club. Donc, et au lycée, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pendant une FENASCO, il y a un maître qui est arrivé, qui a ouvert un club. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y avait déjà ça. Moi, je voulais faire les FENASCO, mais je ne savais pas comment faire les FENASCO parce qu'en athlétisme, c'était saturé. Au hand, c'était compliqué, les sélections et tout ça dans les sports collectifs. Alors, je dis, peut-être qu'au judo, je peux avoir ma chance. Je suis allé, je me rappelle bien de ce monsieur, Maître Pachamou Maurice. Il est toujours là. Je l'ai rencontré
je suis allé dans la salle des fêtes parce que le judo se déroulait dans la salle des fêtes du lycée. Et j'ai pris des renseignements, j'ai pris des informations. Et un mercredi, je suis allé, je l'ai rencontré. Et je crois l'une de mes premières questions que j'ai eu à lui poser, c'est est-ce que ce judo, le judo que vous faites là, puisque les autres étaient sur le tapis, est-ce que le judo que vous êtes en train de faire là, c'est du judo de compétition? Il m'a dit oui, exactement. C'est du judo de compétition. Je lui ai dit, OK, je souhaiterais m'inscrire. Donc, il m'a donné les modalités et je crois que le vendredi, parce que nous étions un mercredi, le vendredi, j'ai débuté avec l'objectif de faire les jeux parce que nous étions en décembre, avec l'objectif de pouvoir peut-être faire les jeux, parce qu'à l'époque, oui, on parlait, oui, ça c'était les FENASCO. Peut-être de faire les FENASCO qui devaient se dérouler au mois de... Parce que c'était en période, c'était les congés de Pâques, au mois de mars, avril. C'est dans ma tête, en fait, c'était ça. Et puis, il y a eu quelque chose qui est encore amplifié cette envie de compétition. C'était le tournoi, je crois, le tournoi international de la ville de Garoua, Ayatou. Le tournoi international de la ville de, je crois, le tournoi Ayatou de la ville de Garoua. Et ce tournoi se déroulait le plus souvent au mois de décembre. Alors j'ai dit, ben, si je m'engage maintenant, peut-être je pourrais aussi faire le tournoi Ayatou, sûrement. Donc, et Tu je l'as m'y suis fait? mis. Oui, je me suis mis à fond, à fond, à fond. Les roulades et tout ça. Ma première semaine de judo, c'était tout un calvaire. J'avais mal partout parce que j'avais la volonté d'absorber tout ce qu'on me donnait. Je voulais aller beaucoup plus vite que ça. Beaucoup plus vite que ça. Donc, ton premier pas dans le judo, Oui. après en avoir entendu parler, ça a été vraiment pour faire la compétition. Tu n'es Oui, pas arrivé par hasard. Non, c'était la compétition, c'était la confrontation, c'était de me battre. Je n'ai jamais fait le judo pour, comment on dit, le fun ou bien me défendre. Non, le premier objectif pour moi, c'était la compétition. Dès le départ, j'avais déjà fixé les objectifs. Oh. Et comment tu fais pour quitter de Garoua? Bon, une question sûrement nos auditeurs vont se demander, est-ce que tu as finalement participé au tournoi Ayato? Ça se passait comment? Non, je n'ai plus participé parce que je crois qu'ils avaient, en fait, il se peut que les moyens, on n'avait pas de moyens de faire Ayatou. Et je crois que c'était en 2015, non pas 2015, 95. Et les jeux FENASCO de 95, je crois que c'était Bamenda. Bamenda 95 avait été reporté. Comme ça que je n'ai pu faire ni les FENASCO. Ni le tournoi Ayato, ni les FENASCO. Ni Ayatou. Ni Ayatou. Mais tu étais déjà inscrit au club. Oui. J'ai pris goût à la chose et je venais régulièrement. On avait 3 séances par semaine. C'était le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais il y avait un gros problème, c'est qu'on ne pouvait profiter de cette plénitude-là qu'en saison sèche. En période de pluie, tout s'arrêtait. Quasiment tout s'arrêtait. C'était difficile. Quasiment tout s'arrêtait. Dès que les pluies commençaient, on ne faisait plus du judo, puisque
dans la salle des fêtes, la toiture coulait, il pleuvait, les tatamis étaient mouillés et c'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Et comment tu fais pour te retrouver à Yaoundé en 2003 jusqu'à être sélectionnable pour les Jeux africains? Là, on est allé 8 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Comment tu fais pour quitter du lycée classique de Garoua pour te retrouver autant pour moi, pour te retrouver à Yaoundé, quasiment capable de participer aux Jeux africains de 2003 qui se déroulaient à Abuja? Explique-moi. Ah oui, l'histoire elle est un peu... il faut déjà que dans cette parenthèse, il faut dire, j'ai fait les championnats du Cameroun de 90. Mes premiers championnats au Cameroun datent de 98. De 90, en pleine Coupe du Monde, je crois qu'on avait fait les championnats du Cameroun en pleine Coupe du Monde. Et pour faire ces championnats, j'étais obligé d'aller voir Maître Doumé Aboubakar à Garoua, personnellement. Puisque moi, j'étais en Gaoundéré, lui, il était à Garoua avec le club, parce que dans tout le Grand Nord, il y avait que le club de la région du Nord, de Garoua, qui était vraiment un club vivant. Parce que le club où j'ai débuté le judo, on n'était ni affilié, ni licencié, tout ça. Donc, c'est comme ça que je vais le rencontrer. Et je vais chez lui, je ne sais même pas où il habite, je me suis renseigné comme ça, je suis arrivé chez lui, en pleine Coupe du Monde, il regardait le match. Je me suis présenté, et oui, et je lui ai dit, voilà, je souhaite faire le championnat national, et je souhaiterais qu'il me donne un coup de main pour la chose. Il était très impressionné. Il m'a donné rendez-vous au lycée classique pour une séance d'entraînement avec les autres. À l'époque, il y avait, je me souviens bien, il y avait la femme Nguea. Nguea travaillait au PM, elle était lourde. Il y avait Kaljop Landry. Je les ai tous retrouvés au lycée classique lors d'une seule séance. J'ai fait une seule séance avec eux. C'était un mercredi, parce que le jeudi, il devait voyager pour Ngaoundéré et pour prendre le train, aller sur Yaoundé pour faire le championnat le week-end. Donc, c'est comme ça que dès que la séance est finie, on s'est donné rendez-vous à la gare de Ngaoundéré. Et j'arrive à la gare. Oui, c'est une histoire. Le judo a conditionné. J'étais assez... j'étais comme ça, on va dire, j'étais assez courageux dans certaines choses. Quand j'arrive à la gare, ils ont déjà payé les billets et moi pas. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là? C'est comme ça que je me mets dans les jongleries et je paye pas le billet, comme on dit, choco. J'ai payé pour avoir une petite place dans le train. Quand on se retrouve à Yaoundé, on se retrouve quand on arrive à la gare. Eux, ils sont déjà partis puisqu'il y avait, je crois, on est venu, il y avait un comité, disons, d'accueil. Moi, le temps de sortir de la gare et de tout ça, puisque je n'avais pas de billet, quand je sors de la gare, eux, ils sont déjà partis. La seule chose que je sais, c'est qu'ils vont s'entraîner à l'INGS. Je vais à l'INGS, quand j'arrive à l'INGS, malheureusement, ils ne sont plus là. Ils étaient là, mais ils ont fait les engagements, ils sont partis. J'ai mon sac, je connais qui à Yaoundé, je connais personne. C'est comme ça que je reste sur place, j'attends, et il n'y a personne. En face, à l'amphi 500, sur les hauteurs là, il y avait une table. C'est comme ça que j'ai tiré le drap de mon sac. Je l'ai posé là, je me suis couché. J'ai passé la nuit devant l'amphi 500, mon premier championnat. En 2018, le matin, je me suis levé. 98.
Oui, en 98, j'ai fait ma petite toilette. J'ai attendu. Au matin, on est venu les peser, les engagements. Et c'était ma première expérience en compétition nationale. Et le bonhomme qui me bat en finale de bronze, c'est Amayene. Le maître Amayene, oui, c'est lui que je croise en finale puisqu'il a fait 3e. Moi, j'avais fait 5e en 98. Et en 2000, je reviens parce que je n'ai pas été dans ma tête, je disais, oh, un jour, je vais faire la compétition. C'est comme ça que je repaye encore mon... C'est vrai qu'il y a une personne qui m'a aidé, disons Dada Lambert du club Anka, puisque j'avais logé chez lui en 2000. Parce que ma première médaille nationale, c'est en 2000. Au championnat, en 2000, j'ai fait médaille de bronze. Et c'est comme ça que le feu maître Doumé Aboubakar me dit, ben, il faut que tu viennes ici à Yaoundé parce que tu as un potentiel. Il faut que tu viennes ici à Yaoundé. Bon, lui étant déjà à Yaoundé, j'habitais chez mon frère à Etoudi. C'est comme ça que je vais à l'INGS plusieurs fois. Je ne le trouve pas. Finalement, j'avais un voisin, il me dit, mais il y a un club là, ici, à Bastos. Un club ici à Bastos. Je dis, ben, je ne connais pas. Il me dit, on appelle le club là le Panthers. C'est comme ça que accidentellement, je me suis inscrit aux Panthers en octobre 2000. Je m'inscris aux Panthers en octobre 2000. Je me rappelle très bien de la période. En octobre 2000, je m'inscris aux Panthers. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Je n'ai plus jamais changé de club. Je n'ai plus jamais changé de club. Et puis l'épopée de Abuja 2003. Abuja 2003, c'est aussi ça, c'était c'est une aventure parce que Abuja, c'est les Jeux africains. Bon, les résultats sont assez parlants puisque, en fait, je commence à émerger vraiment en 2003. Mais je me fais remarquer en 2002. En 2002, lors du semi-open, Henri Lobé, à Douala, il y avait le semi-open où je fais or, je croise le coach Adé Bruno en finale et je le bats. Et c'est cette année-là, c'est à cet événement-là que je profite aussi pour faire mon premier passage de grade. Ça, nous sommes en 2002. 2002. Oui. Oui, nous sommes en 2002. Nous sommes en 2002. Déjà, il y avait déjà ces signaux-là en 2002, que ce bonhomme-ci, il est un peu dangereux. Je m'étais déjà fait remarquer à Henri Lobé, puisque en semi-open, tous les lourds et tout ça, les gros, les petits, gros, on nous avait, et tous, j'avais fait or à cette compétition en 2002. Et en 2003, le tournoi de la ville avait lieu en... Ah, j'avais aussi oublié. Et en 2000, j'ai fait aussi le tournoi en 2002. Après Henri Lobé, j'ai fait le tournoi international de la ville en Colbison, où je fais bronze. C'était déjà un peu comme ça. Et puis en 2003, je fais or. Je fais or au tournoi international de la ville. Et je fais au TV. Oui, au TV. Et je suis champion du Cameroun. Là, ça commence, c'est déjà clair que ce bonhomme-ci, on peut aussi compter sur lui. Mais seulement, il y a un bonhomme dans la catégorie Melapin Rostan. On ne sait pas exactement il veut faire. C'est-à-dire que c'est un moins de 90, mais pour l'expédition, pour les Jeux africains d'Abuja,
il veut faire les moins de 100, il ne veut pas faire les 90, c'est un peu compliqué. Et je suis sollicité, je crois, je suis sollicité par la direction. Un soir, comme ça, ils ont bouleversé, ils m'ont appelé, ils ont dit, est-ce que tu peux aller à Abuja? Est-ce que je peux aller à Abuja? Comme on me pose, est-ce que demain tu peux aller à Abuja? Parce qu'on va te fournir un billet d'avion, il faut que tu ailles à Abuja. Mais est-ce que tu as un passeport? La condition. Non, je n'ai pas de passeport. Est-ce que tu peux, tu peux faire un passeport? Et l'histoire a commencé avec Maître King, parce que je devais accompagner Maître King. En fait, Maître King avait souhaité que je l'accompagne à Abuja. Et je n'avais pas de passeport parce que je devais l'accompagner, parce qu'il devait remettre des colis là-bas. Je n'avais pas de passeport. Et quand il semble que le président de la fédération, l'époque Maître Anak, avait décidé, compte tenu du fait que Melaping Rostan, on ne connaissait pas exactement sa position, avait décidé qu'on pouvait faire appel à moi. Et le lien entre eux, entre Abuja, entre le Cameroun et Abuja, c'était le DTN de l'époque, le feu Maître Etouga, parce qu'il avait demandé à ce que je vienne chez lui, que je le rencontre à la maison pour qu'on mette les choses en place, pour que peut-être dans les heures qui suivent, je puisse rejoindre les autres à Abuja. Malheureusement, bon, je crois du côté d'Abuja, ils avaient pu arranger ces petits problèmes-là de poids et de tout ça. Donc, finalement, je suis resté. Oui. Et il fallait toujours continuer, espérer. Donc, voilà un peu Abuja. C'est une situation que beaucoup d'athlètes vivent. La première déception d'une sélection. C'est comme une phase initiatique. Ça arrive presque à tout le monde. Quand tu commences à émerger à un moment donné d'espérer être sélectionné pour un tournoi et de ne pas être sélectionné pour ce tournoi. Et de mon expérience, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup que ça casse. Il y en a certains pour qui ça donne du carburant, ça leur donne une envie folle de ne plus revivre ça et donc d'être l'incontestable. Il y en a qui préfèrent se cacher derrière la polémique et dire on ne m'a pas sélectionné parce que je suis pas assez beau, je viens du mauvais club, on a préféré un tel ou un tel. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, ton échec à ta première sélection? Et comment est-ce que tu vois les autres vivre ça autour de toi? Déjà, les sélections étaient assez mitigées. Donc, nous, on était loin parce que ce qui s'est passé à l'INGS, nous, on nous avait déjà mis dans la tête qu'il n'y avait que certains clubs qui, entre guillemets, qui avaient le droit, ou les athlètes avaient le droit d'être sélectionnés. Le Panthers, entre guillemets, c'était une zone noire. Donc, on pouvait tout faire. Mais nous, on n'espérait pas parce qu'il y avait l'INGS, il y avait le Samouraï, peut-être certains clubs de Douala aussi, un peu les FAP, ouais, mais le Panther, ça jamais. Mais moi, dans ma démarche de compétiteur, j'ai toujours eu pour arme la patience. Ça a été la patience et l'espoir. J'ai toujours espéré que un jour, mon temps viendra. Et pour que mon temps arrive, il faudrait que je sois patient. J'étais patient. Pour ça, je me suis armé de beaucoup de patience. Parce qu'à un moment donné, je faisais les résultats, mais ça ne comptait, en fait, ça ne comptait pas. Ça ne comptait pas. Champion du Cameroun, parce que j'ai commencé à être de 2003 jusqu'en 2000, parce que ma première sélection date de 2002.
de septembre, exactement, je crois, parce que je voyage le 4 septembre ou le 4 septembre 2005 pour le Caire. Ça, c'était ma première sélection. On te sélectionne la première fois pour les championnats du monde qui se déroulaient au Caire en Égypte. Oui, Une expérience inoubliable. Oui. Tu m'as parlé plusieurs fois de cette expérience. Oui, Raconte-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Oui, parce que on sort fraîchement du tournoi international, déjà au foyer Banjoun. Entre-temps, je suis en 90. On fait prendre du poids à l'Injec. Parce que l'Injec, il est de l'INGS, c'est un moins de 81, mais il est assez teigneux. Et le but, en fait, c'est de me battre pour me mettre de côté. Mais les choses changent parce que je le bats. Ça devient assez contraignant parce que dans la réponse, les scénarios, on s'attendait à un scénario, mais ce n'est pas ça qui se produit. À chaque fois que l'encadrement technique a voulu avoir un scénario propre à lui, j'ai toujours déjoué ça. Ça a été aussi l'une de... Nous sommes en 2000, on fait le tournoi international au foyer Banjoun. Et on convoque un stage. On convoque le stage. Et on a un stage, on se casse la gueule, on monte, on descend, on transpire parce qu'à la clé, il y a... on doit voyager pour le Caire. Le président de l'époque, c'était ou le président de l'époque, Mendouga Bertrand. Il sortait la boxe, bon, je ne sais pas, il n'avait rien à voir avec le judo, tout ça. On sortait d'une phase un peu. Mais nous, on travaillait. Et puis, un soir, ils sont arrivés. Et ce jour, on avait travaillé, pas dans les salles habituelles, on avait travaillé à l'entrée de l'INGS, je crois, à l'entrée de l'INGS, du côté gauche, il y a une salle là-bas. C'est pas sous le... L'Amphimile. Non, c'est pas l'Amphimile. Avant, il y a l'amphi qui est à côté des dortoirs, là. À côté des dortoirs. Oui, je crois qui est un peu derrière, là. il y a On un dit château. souvent. Oui. On avait, non, juste la première fois, on avait travaillé. Et quand l'encadrement technique était composé de Maître Toga, de Maître Ewanet, quand ils sont arrivés, ils nous ont fait asseoir. Et ils nous ont demandé, ils ont fait leur speech, et dans leur speech, ils nous ont demandé que chacun prenne un bout de papier et marque le nom de la personne qu'il estime, la personne qu'il estime participer, qui puisse participer. Donc, que chaque personne fasse la sélection, chaque athlète inscrive par ordre, premier, deuxième, troisième. Ah oui? Ça, c'est comme des mind games. C'est rare de voir ça en sélection. Ah oui, et on s'est attelé et chacun a pris une fiche, a dit, bon, moi je pense que tel peut partir, tel peut partir, tel peut partir. Et la seule chose quand on les a remis, les bouts de papier, ils nous ont fait comprendre que ils étaient dans la même démarche que nous tous, la même vision des choses que nous tous. Et leur vision des choses, c'était quoi? Donc, il y avait Moussima à moins de 100, il y avait Dola Dieudonné à moins de 90, il y avait l'Injec, parce que l'Injec, on l'avait demandé de redescendre. Et il était redescendu et tout ce qu'il avait croisé dans sa catégorie, à côté. Il y avait l'Injec, il y avait les 3 garçons, et il y avait 2 filles. Les 2 filles, il y avait Ndjeb Moussidoni et comment est-ce qu'elle s'appelle? Assez Hildegard. Christelle. Assez Ok, Hildegard. pas Christelle. Oui.
Non, 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 AC Hildegarde, pas Christelle. Ça, c'est l'expédition du Caire de 2005, septembre 2005. Hildegarde en moins de 78. Oui, oui, à moins de 78. Oui, oui, Très, à très moins brutal. de... Très, très brutal comme Oui. fille. Elle se battait Elle bien. avait un jeu Elle avait extrêmement puissant. Ouais, elle était forte. Le gars était forte. Même de caractère, elle était forte. Je crois qu'elle a toujours ce caractère-là. C'est vrai on ne se voit plus, je n'ai plus son contact. Mais elle était forte. Elle était forte, Hildegarde. Elle était forte. Bon, ça, c'était l'expédition du Caire de 2005. C'était en 2005. 2 mois plus tard, nous étions en septembre, octobre, novembre, novembre, fin novembre, décembre. Il y avait maintenant la francophonie. Et dans le cadre de la francophonie, il y a encore eu un autre problème. Parce que quand on rentre du Caire, Maître et Toga, le feu Maître et Toga décident de nous prendre en main. Donc, c'est comme ça qu'il dit non, vous ne pouvez pas rester au quartier parce qu'après, s'il y a la francophonie, on commence, on travaille à gauche, à droite, on pousse ici, on court là-bas, on va à gauche, on monte, on fait les randonnées. Bref, la prépa. Mais c'est une prépa de son propre initiative. C'est lui qui a dit, ce n'est pas un programme fédéral, c'est Maître Toga qui a décidé qu'il doit maintenir les athlètes en forme. Puisqu'il y avait cette opposition-là souvent entre l'entraîneur national qui était Maître Ewane et Maître Toga qui était le DTN et qui prenait souvent les initiatives de l'entraîneur. Donc, il prenait souvent le rôle de l'entraîneur. Et il allait souvent au-delà de ses prérogatives de DTN. Donc, c'est vrai, c'est comme ça on se met à travailler. Puisque le championnat national, je perds au championnat national en 2005 contre Ombionio. Mais c'est un championnat, c'est-à-dire qu'on sort de la salle de muscule comme ça et tout ça et tout ça. On dit non, demain il y a championnat national. C'est comme ça et la fatigue, il faut récupérer parce que dans la tête, c'est la francophonie que je prépare. Le championnat national, c'est pas, mais les championnats nationaux, ils avaient misé sur ça. Et on a fait le championnat national et je perds au championnat national. On a convoqué un stage après ça et il y a eu stage. Mais pendant la période de stage, il y avait beaucoup de tractations parce que le bonhomme, on ne voulait plus, ma tête ne plaisait plus à beaucoup. Il y avait, ça sentait, parce que ces choses, ça sent, ça bavarde entre eux, les encadreurs, les dirigeants de club, les coups de fil et tout ça. Ça bavarde. Ça bavarde. Et ça, comme je t'ai dit, moi, je suis franc. Mon second qui était Ombionio, c'est-à-dire qu'on s'est empressé de lui faire un passeport parce qu'il fallait que ce soit lui qui fasse la francophonie en 2005, pas moi. Malheureusement, les préaccréditations, j'avais été préaccrédité. Et il y avait un camp Confégès. Donc, quand la note arrive chez le ministre dit, mais réunissez les enfants, nous sommes en plein stage. Donc, ça s'est passé en quelques heures. Que réunissez les enfants et qu'ils partent. Qu'ils partent. Moi, j'étais à Kribi parce que j'étais fatigué, j'en avais marre de l'ambiance même qui régnait parce que c'était une ambiance pas bonne du tout. Pas bonne du tout. Elle était destructrice. C'était du poison dans l'air. Parce que tu as perdu un combat, on te regarde, on estime que non, on doit te mettre aux potences, on doit t'exécuter, tu ne dois plus être là, tu ne dois plus exister. Ah oui, on oublie que non, tu avais quand même été
tu avais eu des résultats, tu peux avoir des problèmes, tu peux être malade, tout ça. Ils ont oublié tout ça. Donc, il fallait l'écarter. Pour la Sainte Dieudonné, il fallait l'écarter. Donc, c'est comme ça que Maître Iwane, je suis à Kribi. Maître Iwane m'appelle. Quand il m'appelle, il me dit, tu es où? Je dis, je suis quelque part là, dans un quartier. Il me dit, vous aimez seulement les quartiers bizarres. Or, je suis à Kribi. Et ce jour, j'ai fait Kribi aller et retour. Parce que j'allais pour un mariage. Je n'ai même pas pu participer au mariage. Dès que le coup de fil, j'ai fait rapidement demi-tour. Quand j'arrive au ministère, parce que je suis arrivé en retard avec le sac, les chirurgies mouillées, tout ça et tout ça. Donc, quand j'arrive au ministère, l'ancien SG, Mekeme, je crois qu'il est toujours, il est arbitre, Maître Mekeme. Oui, c'est parce qu'il avait aussi été, oui, ancien régional, Maître Mekeme. C'est comme ça que il me sort une note disant qu'ils ont écrit au ministre, déjà je fais la grosse tête, on va me remplacer. Ils ont écrit, là, nous sommes là au ministère, j'aime mon sac. On me dit que non, on va te remplacer. Voilà la lettre que j'ai écrite au ministre. Parlez comme ça, j'étais calme. Tout cela, on te blâme, oh, tu es en retard, machin, ou même ton passeport, donne toutes ces choses, tu es seulement calme, tu le regardes. On nous a mis dans une YAS, on est allé à Douala, de Douala, on est allé, on est sorti du Cameroun comme, c'est-à-dire que, comment on dit ça, on nous a extradés, c'est-à-dire que quand on vous sort d'une zone comme des bandits. Une exfiltration. On nous a exfiltrés, en fait, parce que personne ne s'y attendait, personne. Même puisque on est parti un jeudi et le vendredi soir, il y avait des tests. Il y avait tests pour la sélection de la francophonie. Mais les bonhommes, il y avait Moussima, il y avait Ondoa Kono, il y avait Messina Martin. Voilà les 4 garçons en judo. L'expédition de Niamey. C'était Niamey au Niger en 2005. Oui, en 2005. En 2005. On est sorti du Cameroun comme ça. Je crois qu'on avait fait 2 ou 3 semaines de stage à Niamey. Stage d'acclimatation. Parce qu'on a fait le stage, on était à l'université, à l'école des mines et de géologie, on dormait là-bas. On est entré, nous étions les premiers au Niger, mais les derniers de la délégation camerounaise à entrer au village des Jeux. Oui. Et l'ambiance était assez bonne parce qu'on se serrait les coudes, on n'avait rien. On est entré en stage comme ça, là. On n'a même pas dit, voilà, une enveloppe, peut-être vous allez acheter un jus, une lame de rasoir pour vous raser, des choses comme ça. Rien. Donc, on s'est serré les coudes. Les 4, on était assez solidaires. On était vraiment soudés, les garçons. Messina Martin à moins de 60, Ondoa Kono à moins de 73, Dolasem Dieudonné à moins de 90, Moussi Mafran à moins de 200. Voilà l'expédition de Niamey. Une très belle expérience. Et on est sorti de là, je crois, je suis sorti de là. J'étais médaillé de bronze à la francophonie. La francophonie qui, à l'époque, c'était vraiment grandiose. Un gros tournoi. C'était un gros tournoi. Oui, un très gros tournoi. Oui. Ma première médaille, c'est à la francophonie où je fais bronze. Je fais bronze, mais quand on rentre, c'est très mal accueilli. C'est une médaille qui est très mal accueillie. Très mal accueillie. Ouais. Donc, mais il faut continuer parce que... Oui. Vas-y. Non, je disais que très mal accueilli dans le sens où, c'est-à-dire que tu viens même au ministère, c'est-à-dire qu'on vous gère, on vous regarde seulement comme on ne parle même pas de vous, rien.
Donc, tu viens comme ça, tu prends ta médaille, tu la mets dans ton sac, tu oublies. Tu oublies. Dieu merci, moi, j'avais déjà ma philosophie de vie. Parce que quand tu entrais dans ma chambre, il n'y avait aucune médaille accrochée. Ça, dans ma façon, c'était j'ai franchi une étape. Je n'ai pas besoin d'accrocher une médaille. Demain, je dois encore reconquérir une autre médaille. C'était ça ma philosophie de vie. Quelque part, c'est cette façon de voir les choses qui m'a un peu mis à l'abri de ce sentiment de frustration et de tout ça. Sinon, c'était comme ça, c'était assez froid. On est rentré de Niamey, c'était froid. C'était la francophonie. La francophonie, c'était... Et Niamey, et à Niamey, Niamey a eu le plus grand nombre de pays participants aux Jeux. On s'est dit non, comme c'est un pays pauvre, c'est un pays désertique, personne ne viendra. Tous sont venus, tous les pays francophones sont venus, ils sont arrivés à Niamey avec leurs champions, hein, avec leurs champions. Parce que c'était aussi, je me rappelle bien de Mathieu d'Affreville, parce que c'est à Niamey que je découvre, je rencontre Mathieu d'Affreville, puis plus tard, on est devenus potes. Oui, parce que même là-bas, il était profondément marqué. Il m'a cherché. Il est arrivé jusque là où je dormais, parce qu'il était impressionné parce que, bon, les autres, il les jetait, mais bon, le Camerounais, là, c'est compliqué. Il est intéressant, il a quelque chose. Niamey. Et puis, il y a eu ce temps mort. Ce temps mort, 2006, c'était compliqué sur le plan politique, sur le plan très compliqué à la fédération. Une partie de 2007 aussi, c'était compliqué à la fédération aussi. Toujours les problèmes politiques. Non, c'est voilà un peu quoi. Maintenant, si on revient un peu sur ta participation au Caire, Oui. sur le plan sportif, le plan de l'encadrement, comment est-ce que ça s'est passé, ta toute première sortie dans c'était ton dépucelage dans le haut niveau? Tu as commencé par le tournoi, le deuxième tournoi le plus élevé du circuit, parce que le premier étant les Jeux Olympiques. Comment ça s'est passé? Quand on va au championnat du monde, déjà, il faut le dire, on est allé au championnat du monde, on était très mal préparé. C'était beaucoup de folklore. C'était, en termes de prépa, c'était pas ça. C'était approximatif. C'était une préparation de justification pour dire que bon, ils se sont entraînés, ils ont transpiré, ils ont perdu 10 kilos d'eau ou 10 litres d'eau, mais sur la qualité, sur le processus normal du rendement de la performance, on faisait fausse route. On allait pour participer. Mais comme le folklore est toujours ce qu'il est, il y avait toujours des gens qui nous mettaient la pression. Vous allez pour gagner. Il faut gagner. Gagner. Tu arrives, tu ne sais même pas comment ça se passe. Même tu ne sais pas. Tu cherches tes repères. Tu cherches tes repères. Et il y a toujours quelqu'un qui te souffle que oh, tu dois gagner, tu dois gagner, tu dois gagner. Parce que même les judoji, on ne savait même pas. Les nouveaux règlements disaient quoi. Et quand on arrive là-bas, qu'on se rend compte que c'est autre chose, puisque je me retrouve en train de vouloir compétir avec le judoji de Moussima, parce que le mien était grand. Non, le mien n'était pas réglementaire. On m'amène à la... Non, le mien n'était pas réglementaire, oui. Et je prends donc celui de Moussima.
quand je prends celui de Moussima, il faut, puisque le nom de Moussima était marqué sur le dossard, il faut enlever le dossard. Et c'est compliqué. Il y a des gens qui ont estimé qu'il ne fallait pas enlever le dossard parce que tout ça. Et on m'amène à côté, on me donne quand même un autre judoji de change, le fameux judoji de change. Et il s'avère que le premier judoji qu'on me donne, on me demande de le mettre. Et c'était un kaba, à nul autre pareil. Un kaba, tu es comme ça, tu es perdu entre le chemin que tu dois faire pour monter sur le tatami et les réajustements que tu dois faire pour savoir que oui, j'ai mes repères, le judoji, si c'est bien et tout ça. Tu es perdu. Tu es perdu. Comme ça, je me retrouve là, je me rappelle encore très bien de ce gars, Rakov, un moins de sang du Kazakhstan, Rakov. Oshimata, il m'avait donné Oshimata. Emprisonner les mains, tout ça, le temps de me débattre, de tirer, Oshimata, j'ai pris Oshimata propre. Mais cette ambiance-là est toujours nauséabonde parce que s'il y a des reproches à faire, il faudrait qu'on le fasse à tout le monde. On a tous perdu. Mais tu avais l'impression que dans cette équipe, il y a les plus aimés et les moins aimés. C'est-à-dire que tu as perdu. Non, l'autre a aussi perdu, mais autant tu me parles comme tu parles, autant le même ton là utilise. Mais il y avait les autres, on les caressait dans le sens du poil. Et c'était comme ça. Et ça cassait un peu. Ça cassait la confiance dans le groupe. Ça cassait beaucoup de choses dans le groupe. Il y avait ça, comment je vais te dire ça, ce fond de suspicion. C'était pas bon du tout. C'était pas bon. C'était assez nauséabond. Peut-être les encadreurs, ils ne se rendaient pas compte de notre sensibilité. Mais on était très sensible à ça. Surtout que sur le plan de la personnalité, sur le profil, ils ne connaissaient pas vraiment les athlètes. Moi, ils ne me connaissaient pas. Je réagissais comment à l'émotion, je pensais comment, c'était quoi mes rêves. Jamais, on n'a jamais eu une approche comme ça. Donc, en fait, ils ne me connaissaient pas. Tout ce qu'ils savaient, c'est bon, on t'a appris à, tu sais faire le judo, va te battre. Et ça, c'était un gros problème aussi. C'est un gros problème parce que aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, entre guillemets, dans dans le monde de la performance, c'est des éléments qui font la différence entre les autres. Mais chez nous, ça n'a jamais existé. Ouais. C'est clair que dans le domaine de la performance, dans le domaine du judo sportif, qui est le domaine de la performance absolue, on cherche à faire des gains de performance partout où c'est possible, que ce soit sur le vestimentaire, que ce soit sur la façon de faire le weight cutting, donc de descendre les kilos, que ce soit sur la partie technique, que ce soit sur la partie tactique. On cherche les gains de performance partout. Toutes les niches sont bonnes à prendre. Je me rappelle, on parlait des judokas français qui se faisaient faire des judoji sur mesure. C'est-à-dire qu'on achète un judoji normal, et puis après, on ajuste le judoji pour que ce soit exactement sur mesure, pour qu'il soit à la limite de la réglementation, mais qu'en même temps, son adversaire ne soit pas dans le confort. Je me souviens, des fois, tu voyais un gars, tu te dis, mais ce gars, son judoji, il achète où? Parce que c'est impossible que tu achètes un judoji avec cette taille, compte tenu des épaules que tu vois, c'est impossible que ses manches soient aussi courtes. Mais on te dit non, en fait, les gars découpent et puis ils organisent ça parce que c'est une niche de performance. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec toute l'expérience que tu as accumulée, selon toi, quel est le rôle des encadreurs nationaux? Parce que tout à l'heure, tu as parlé du conflit qu'il y avait entre Maître Etoga qui était DTN et Maître Wane qui était le Kantoku, l'entraîneur principal senior des garçons. Mais selon toi, qu'est-ce que le DTN doit faire? Quelles sont ses compétences, son champ de compétences? Et quels sont les champs de compétences de l'entraîneur national? Est-ce que tu as une idée de ça?
Le DTN, il est là, c'est vrai, il est là pour les... Il y a une partie des programmations qui revient au DTN, c'est-à-dire que la programmation sur le plan national, c'est-à-dire que la divulgation, la promotion du judo. Et maintenant, au niveau de la qualité du judo, parce que qu'est-ce qui se passe? Chaque année, par exemple, pas forcément chaque année, mais à chaque Olympiade, la Fédération internationale modifie les règles, change les règles et tout ça. La première personne en contact avec ça, ce n'est pas l'entraîneur, c'est le DTN. Le DTN doit être capable d'interpréter, par exemple, les textes et de permettre à ce que ces textes soient appliqués, peut-être sur le plan du règlement, sur le plan de l'organisation des compétitions, sur le plan et sur les protocoles d'entraînement. Sur les protocoles d'entraînement, parce qu'il y a une grosse partie qui est purement scientifique, qui est menée par la recherche. Le DTN, c'est le monsieur qui s'est investi dans la recherche. C'est le monsieur qui va beaucoup plus loin, qui discute par exemple sur le plan de la diététique, de l'alimentation, qui va beaucoup plus loin, qui discute avec les psychologues, qui va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que son champ d'action est tellement grand. Est grand. C'est le monsieur qui classe les générations. C'est le monsieur donc que le DTN a un travail immense. Je vais te prendre un cas simple. La plupart, nous, on a un gros problème. Le problème, c'est quoi? C'est que notre alimentation au niveau des équipes nationales, à un moment donné, elle est occidentalisée pour faire la performance des marques, les chairs blanches, les ceci, les machins, les cela. Mais c'est au DTN d'aller voir un diététicien, de discuter avec lui, parce que l'alimentation, si l'alimentation fait partie intégrante de la personnalité des individus, on mange le cookie, on mange le ndolé, on mange le mil, le sorgho, le foléré, le lalo, tout ça. Mais c'est ce qu'on doit continuer à manger, pas à manger les fromages et de tout ça et tout ça. Et c'est au DTN d'imposer ça, parce que nous, changer notre alimentation parce qu'on est en stage et tout ça, c'est un peu régner une partie de notre personne. Or, c'est les mêmes choses. Tous ces aliments-là procurent les lipides et tout ça, tout ça, tout ça. On n'a pas les moyens on n'a par exemple pas les moyens d'avoir les boissons isotoniques, isostang et tout ça. Mais il y a une façon de les faire. Je pense que toi et moi, on en a discuté. Mais ça aussi, c'est le rôle du DTN, de mener des investigations dans ce sens-là. Pour dire, par exemple, que le moringa écrasé, mélangé avec du citron et tout ça donne la même chose. Et ce n'est pas seulement sur les tatamis. Il faudra aussi aller dans les universités, il faudra aussi aller dans les laboratoires, dans les hôpitaux, discuter avec ces gens-là. C'est ça le rôle du DTN. Interpréter les textes. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui on dit que les tatamis, on dégage avec un bras. Mais sur ce bras, il faut faire un protocole d'entraînement, la musculation. Maintenant, comment faire pour se dégager à un bras? Il y a tout un travail. Ça, c'est le rôle du DTN. Et maintenant, il convoque son équipe parce que l'entraîneur national est dans son équipe, puisque le grand patron, c'est le DTN, ce n'est pas l'entraîneur national. Et il a dit, voilà, dorénavant, voilà la ligne de conduite. La ligne de conduite sur le plan technique maintenant, le DTN a un impact très, très, très important. Donc, son champ d'action, il est grand sur le plan technique, sur le plan psychologique, sur le plan physiologique, sur le plan... C'est-à-dire que c'est immense, c'est immense, c'est immense. Et c'est maintenant de son travail, parce que quand le travail est bien fait, l'entraîneur national ne peut qu'aller puiser à la source
puisque toutes les cartes sont sur la table. Et l'entraîneur national ne peut que se servir pour impulser les autres. C'est comme ça. C'est un gros travail. C'est un très gros travail. Parce qu'on a souvent, l'une des choses qu'on a souvent remarqué, c'est quand on a des DTN et des entraîneurs nationaux qui adoptent ou qui endossent ces rôles de façon alternative. Je m'explique. Maître Toga a été DTN et entraîneur national. Oui. On a eu Maître Gente qui a été DTN, qui a d'abord été entraîneur national, puis DTN. Et la chose qu'on remarque, c'est que très souvent, ces personnes-là, finalement, après avoir été entraîneur national et en devenant DTN, ils ne font que le travail de l'entraîneur national, mais Oui. en ayant comme un niveau de, comme un champ de compétences ou comme un niveau de responsabilité beaucoup plus élevé. Mais pourtant, la direction technique nationale, qui à mon sens reste un rôle qui est beaucoup trop grand, je pense que l'organisation, dans les années qui arrivent, il y aura une segmentation parce que la direction technique nationale au sens traditionnel, c'est trop grand. C'est le même gars qui est supposé travailler avec les commissions d'arbitrage. C'est lui l'architecte du judo des années à venir, toutes les générations. Donc, c'est lui qui travaille avec le judo enfant, que ce soit le judo éveil, le mini-judo, le judo intermédiaire, donc des cadets et des juniors, et ensuite le judo d'élite, le judo des seniors. Donc, il a un champ de compétences de constructeur, de bâtisseur, donc d'architecte. Il a un champ de compétences d'organisateur parce que c'est lui qui organise avec les commissions d'arbitrage, avec les équipes nationales. Il a un champ de modération parce que une fois que les éléments scientifiques sont mis en place, c'est lui qui fait en sorte que les différentes équipes prennent connaissance, comprennent et adoptent ces éléments-là. Il a même un champ de normalisateur parce que c'est lui qui édite les normes de la fédération sur le plan ou sur les plans techniques. De mon point de vue, c'est un rôle qui fait du sens si on est capable de trouver des gens avec un bagage intellectuel et technique extrêmement élevé, avec une très grosse capacité de travail. Parce que pour être un vrai DTN, il faut être capable de bosser 15 heures, qu'est-ce que je dis, au moins 60 heures par semaine, de bosser toutes les semaines de l'année, d'être capable à la fois d'interagir avec des scientifiques parce que tu dois aller rechercher l'information au-delà du sport, mais d'être aussi capable de discuter avec les techniciens. Donc, tu dois avoir une compréhension très fine du judo de compétition, de la science. Avoir aussi une compréhension très fine du judo traditionnel parce que tu dois travailler avec tout ce qui est commission de grade, commission d'arbitrage. C'est un rôle qui est, de mon point de vue, aujourd'hui, très grand pour une seule personne. Et ça, c'est un autre débat. C'est trop vaste. C'est trop mais aujourd'hui, les entraîneurs nationaux, il y a très souvent ou presque souvent un conflit entre les entraîneurs nationaux et les DTN. Ça s'explique. Généralement, les DTN, à la fin, avec l'ampleur des chantiers qu'ils doivent aborder, se retrouvent obligés ou se retrouvent naturellement intéressés par la portion qui semble le mieux maîtriser, à savoir les équipes d'élite. Donc, gérer la vie des équipes d'élite. C'est pour ça donc, que généralement, on a deux types de DTN. On a soit le DTN qui est compétent et qui s'intéresse à ces équipes d'élite et qui crée des conflits avec son entraîneur. On en a même trois. Soit le DTN qui est absolument incompétent et qui s'efface complètement. Je crois qu'on en a un peu un actuellement à Africa Judo. Et soit le DTN qui est extrêmement intéressant, un peu comme quelqu'un comme l'Italien, celui qui est en Russie là. Ezio Gambas. Voilà, Ezio Gambas, quelqu'un comme ça. Soit tu as ce genre de DTN qui est donc capable de faire le travail de construction, d'architecture. Mais ils sont très rares. Je veux dire, il y en a très, très, très peu dans le monde actuellement. Il y en a extrêmement peu. C'est suffisamment rare pour le souligner. Donc, c'était un peu intéressant pour que tu me donnes ton avis, que tu donnes ton avis aux auditeurs qui comprennent un peu pourquoi on a souvent l'impression qu'il y a une sorte de dédoublement, des gens qui font les mêmes choses
qui se confondent des rôles et qui finalement ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression qu'on comprend le haut niveau au Cameroun? Parce que le judo n'est pas un sport professionnel, mais c'est un sport qui possède une filière haut niveau, si tu veux, une filière très haut niveau. Ouais. La différence entre le judo qu'on pratique pour être champion de Grand Prix, champion olympique, champion de Grand Chelem, et le judo qu'on pratique pour gagner les Jeux FENASCO ou les Jeux universitaires, il y a un tel gouffre que ça prend une vraie compréhension du haut niveau pour savoir comment est-ce qu'on peut nager dans ces eaux-là. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui qu'on comprend ce que c'est que le haut niveau au Cameroun? Non, il y a... Non. Non.